Souhaite une excellente après-midi. Je vais, pour ma part, peut-être reprendre en partie ce qui a été abordé soit par M. Roubia, soit par M. Bouchard, et puis j'amènerai certainement des éléments un petit peu différents. J'ai choisi de décomposer mon exposé en 4 parties. La première partie, c'est pourquoi des rapides. Ça a été dit par Jacques Bouchard. Je le dirai probablement en reprenant les mêmes concepts, parfois de manière un petit peu différente, et c'est la raison pour laquelle je passerai tout de même un petit peu de temps sur ce transparent. Je vais expliquer ensuite pourquoi la France a décidé, voilà plusieurs années, de travailler sur les réacteurs à neutrons rapides parmi les filières, les 6 filières qui ont été définies au sein du Forum Génération 4, en reprenant à nouveau ce qu'a dit Jacques Bouchard, mais pourquoi la France s'est focalisée essentiellement sur 2 filières. Alors on parle toujours de la filière sodium, la France travaille sur 2 filières, 2 réacteurs à neutrons rapides, je vous dirai pourquoi. Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium et ceux refroidis au gaz, mais clairement avec des échelles de temps d'apparition potentielle extrêmement différentes. Je vous dirai ce que nous faisons dans le domaine des RNR refroidis au gaz, ce que nous faisons en France et ce qui est fait au niveau européen. Et je vous parlerai de la R&D qui est aujourd'hui menée sur les RNR sodium. J'en profite pour dire que, et je l'aborderai en fin de mon exposé, nous sommes aujourd'hui en phase de R&D. La construction d'un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium, la question de sa construction ne se pose pas maintenant. Elle se posera dans 5 à 7 ans. Donc nous avons des actions de R&D qui sont menées pour traiter différentes problématiques et je vous dirai comment nous avons défini ces actions de R&D et comment nous les traitons. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien, je vais y passer très rapidement. Ça reprend en partie ce qui a été dit. Ça signifie quoi? Ça signifie 2 choses, me semble-t-il, qui me paraissent importantes. La première, c'est qu'il ne faut pas opposer les réacteurs à eau légère actuels de génération 2 et de génération 3 avec les réacteurs de 4e génération à neutrons rapides. Pourquoi? C'est extrêmement simple, parce que les réacteurs à neutrons rapides ont besoin pour fonctionner d'uranium ou d'uranium appauvri, ça a été dit, mais j'y reviendrai, mais aussi de plutonium, et ce plutonium est produit en particulier aujourd'hui par les réacteurs à eau légère. La technologie des réacteurs à neutrons rapides industriels refroidis au sodium, par exemple, qui est celle qui verra le jour en premier, pour les réacteurs de 4e génération, n'est pas mature aujourd'hui. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison qui me paraît extrêmement importante, le deuxième élément qui me paraît très important, c'est que nous devons tous avoir à l'esprit 2 choses. Il y a le marché français, c'est clair. Et vous voyez ici une date d'apparition potentielle d'un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium aux alentours de 2040. Mais nous devons tous avoir à l'esprit le marché à l'étranger. Les marchés du nucléaire, ça a été rappelé précédemment, ils sont à l'étranger, en particulier en Chine, en Inde, dans une moindre mesure en Russie. Et ces pays, parce que la ressource en uranium, et ça a été rappelé, est rare, se penchent ou vont se pencher très vigoureusement sur des réacteurs capables de produire de manière autonome de l'énergie électrique. Et ces réacteurs, je rapproche ça de ce qui a été dit sur le développement durable du nucléaire, ce sont plutôt des réacteurs à neutrons rapides. Et donc, quand nous parlons, nous avons à l'esprit, certes le cas français, mais aussi ce qui se passe à l'étranger. Pourquoi un réacteur à neutrons rapides? C'est ce que Jacques Bouchard a dit, 3 éléments essentiels. La possibilité de consommer totalement le plutonium. Je dis totalement, ce que ne sont pas capables de faire les réacteurs à eau légère actuels. Première raison. Deuxième raison, optimisation de la ressource en uranium naturel. Alors j'ai vu des flux de matière simplifiés où on dit qu'on continue à utiliser de l'uranium naturel. On pourrait, si on avait des réacteurs à neutrons rapides, se passer totalement d'uranium naturel et des mines d'uranium naturel. En utilisant seulement l'uranium appauvri que nous avons déjà sur le territoire à côté de nos usines d'enrichissement, parce que c'est un sous-produit des usines d'enrichissement ou l'uranium de retraitement, nous aurions une autonomie de production de plusieurs milliers d'années, comme ça a été exposé tout à l'heure. Et puis la 3e raison, elle a été abordée aussi, c'est la possibilité de réduction de l'inventaire des déchets de très haute activité à vie longue. Vous savez, ce sont ces fameux déchets nucléaires qui représentent un tout petit volume des déchets nucléaires, mais un grand pourcentage de l'activité. Eh bien, l'utilisation des réacteurs à neutrons rapides
parce qu'ils permettent de brûler 3 corps qui ont été rappelés, l'américium, le neptunium et le curium, permettraient 2 choses. D'une part, de réduire la radiotoxicité intrinsèque de ces déchets, et ça, c'est, me semble-t-il, une problématique de discussion avec le public, mais d'autre part, de préserver le site de stockage profond. Vous savez que nous travaillons sur un site de stockage profond destiné à mettre ces déchets de très haute activité à vie longue. Et il se trouve que si nous ôtons les actinides mineurs, en particulier l'américium, nous sommes capables de rapprocher beaucoup plus les colis de déchets nucléaires de très haute activité à vie longue. Si je le dis différemment, ça signifie que dans un volume donné sous le sol, on peut mettre beaucoup plus de déchets nucléaires. Et je pense qu'un site de stockage profond pour un pays comme la France, est une ressource rare. Et comme toute ressource rare, elle doit être le plus possible préservée. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire ? Nous avons décidé, voici maintenant plusieurs années, pour les raisons que je vous ai signalées, de travailler sur les réacteurs à neutrons rapides et bien entendu sur les réacteurs à neutrons rapides de 4e génération. Je vais vous expliquer en quelques mots pourquoi nous avons retenu ces 2 filières. Mais je vais plutôt vous dire pourquoi nous n'avons pas retenu les autres filières. La filière des sels fondus au thorium nous a semblé d'une complexité extrêmement importante. Ceci ne signifie pas dans notre esprit qu'on ne doit pas faire des études sur le sujet. Ceci signifie que si cette filière voit le jour, elle verra le jour dans des dizaines et des dizaines d'années. Nous avons un peu travaillé sur le retraitement des combustibles utilisant du thorium dans le cadre d'un procédé qu'on a appelé Thorex, et les difficultés de mise en œuvre de ce procédé étaient extrêmement importantes, premièrement. Deuxièmement, s'agissant des réacteurs refroidis au plomb, nous avons pensé que ces réacteurs étaient probablement adaptés à des réacteurs de relativement faible puissance, quelques 600 MW électriques, c'était le chiffre que citait M. Roubia. Je reviendrai en vous donnant un exemple. Et deuxièmement, nous avons pensé qu'il y avait des problèmes extrêmement importants liés à la corrosion par le plomb. L'utilisation d'un mélange plomb-bismuth, pour les raisons qu'évoquait M. Roubia, ne nous a pas paru pertinent. Alors, les réacteurs au plomb, il y en a qui ont été construits. Il y en a qui ont été construits en particulier sur les sous-marins nucléaires d'attaque soviétiques. Et ces sous-marins nucléaires avaient une vitesse de propulsion sous l'eau extrêmement importante. Ils en ont construit 10. Ils étaient référencés sous le code OTAN réacteurs de type alpha, et ils ont arrêté de le faire. Et la question, c'est pourquoi ? Probablement, une des réponses, c'est qu'ils ont rencontré des problèmes techniques extrêmement importants qu'ils n'ont pas su résoudre à cette époque, que peut-être maintenant ils pourraient résoudre, mais ça n'est pas acquis. Et la deuxième chose, effectivement, ces réacteurs étaient de relativement faible puissance puisqu'ils étaient là pour propulser des sous-marins nucléaires. Alors maintenant, pourquoi on a retenu les RNR gaz et les RNR sodium ? Je vous en ai donné les raisons. Qu'est-ce que nous faisons sur les RNR gaz ? Les RNR gaz, le caloporteur, c'est un gaz, c'est l'hélium, qui peut fonctionner à de relativement hautes températures, typiquement 700 à 800 degrés C. Nous pensons qu'il y a 2 problèmes techniques importants, très importants, qui doivent être traités. Le premier, c'est la problématique du combustible et en particulier de la gaine de combustible qui doit être capable de supporter des températures élevées. Et pour cela, nous avons besoin de matériaux qui répondent à ce besoin. Et puis enfin, il y a un problème de sûreté à traiter. La question posée, c'est comment gère-t-on le problème de sûreté avec une enceinte remplie d'un gaz chaud en circulation. Nous travaillons dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Allegro, qui est porté par un consortium qui regroupe la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et depuis plus récemment la Pologne. Il est clair pour ces pays et pour nous que le développement de ce type de réacteur prendra du temps. Si je devais donner une date, je dirais que peut-être entre 2030 et 2035, nous pourrions avoir un réacteur prototype de quelques dizaines de mégawatts thermiques permettant de faire des premiers essais. Vous voyez que de quelques dizaines de mégawatts thermiques à des puissances thermiques nécessaires pour avoir un réacteur électrogène, il y a encore un grand pas à franchir. Ces pays se sont organisés
au travers d'instituts pour traiter les problématiques rencontrées sur ce type de réacteur. Si maintenant je me focalise sur les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, je vais vous dire comment nous avons procédé. Nous avons procédé en prenant l'expérience acquise sur nos réacteurs, mais sur les réacteurs qui sont aujourd'hui en fonctionnement à l'étranger. Je pense bien entendu aux réacteurs russes qui ont été cités, BN600. Je vous rappelle que le réacteur Phénix a fonctionné pour des besoins de R&D, mais a fonctionné en France jusqu'en fin d'année 2009. Et les réacteurs indiens ou prototypes qui ont existé. Et nous avons défini un certain nombre d'axes d'amélioration. Premier axe d'amélioration, la sûreté. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure, la sûreté est un paramètre important, en particulier si l'on parle de réacteurs de 4e génération. J'en profite pour vous dire qu'une des tâches majeures du Forum international Génération 4 aujourd'hui est de définir des critères de design intégrant la sûreté pour les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium de 4e génération. C'est ça le travail commun majeur qui a lieu actuellement. Dit autrement, si on regarde les réacteurs qui sont aujourd'hui déployés et qui fonctionnent, ils ne répondent pas probablement à ces critères de réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium de 4e génération. Bref, premier paramètre, la sûreté. Deuxième paramètre, l'inspection en service et la réparabilité. Et puis le troisième paramètre, qui est lié un peu au deuxième, c'est la disponibilité. Et à partir du retour d'expérience acquis sur Phénix et Super Phénix, et sur ce qui a existé et fonctionné dans le monde, je vous l'ai dit, nous avons défini des axes de R&D. Et quand on disait tout à l'heure, finalement, est-ce que ces réacteurs de 4e génération refroidis au sodium sont dans la lignée de ce qui prévalait auparavant? La réponse est non. Nous souhaitons et nous travaillons, nous faisons de la R&D sur le sujet pour qu'il soit en rupture complète, technique, sur les domaines que je vous ai cités. Alors on va prendre un premier exemple qui est celui de la réactivité des cœurs. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais nous avons travaillé sur un cœur dont la validité technique doit être complétée. On a fait des calculs, on a commencé des expérimentations. C'est la description d'un travail de R&D que je vous fais ici, qui, pour un cœur de très grosse taille, en cas d'augmentation de la température du sodium, pourrait, je dis pourrait, j'utilise le conditionnel, on est en phase de R&D, arrêter naturellement la réaction nucléaire. C'est pas ce qui prévalait nécessairement dans les gros cœurs de réacteurs refroidis au sodium. Première différenciation. C'est unique. On regarde ces choses-là partout dans le monde et nous avons des discussions techniques sur le sujet. Deuxième sujet, monsieur, sur l'interaction sodium-eau. 3 solutions potentielles. Première solution, vous dites, je continue à laisser l'eau pour produire de la vapeur qui va se détendre dans une turbine pour produire de l'électricité, mais je réfléchis à limiter, en cas de problème, la quantité de sodium qui va interagir avec la quantité d'eau. J'ai ce qu'on appelle un générateur de vapeur modulaire. D'accord ? Pour extraire toute la puissance du sodium, j'ai plusieurs générateurs de vapeur utilisables. Première solution. Deuxième solution, je me mets dans une configuration où l'accident maximal, c'est-à-dire tout le sodium qui se trouve dans mon échangeur de chaleur avec l'eau, eh bien tout ce sodium ne peut pas être mélangé avec toute l'eau. C'est ce qu'on a appelé, donc c'est le même système qu'avant, mais avec une autre solution technique, c'est ce qu'on appelle le GV inversé. Puis la troisième solution, qui est extrême, mais qui traite le problème de manière définitive, pas gratuitement quand même, je vous en dirai un mot rapidement, on supprime l'eau, on la remplace par un gaz. Donc, à nouveau, phase de recherche et de développement avec l'industrie. Vous verrez comment nous travaillons sur ces sujets. Nous devons développer un échangeur de chaleur spécifique sodium-gaz, un autre exemple de R&D, et puis la turbine qui va avec. Alors, pas gratuitement, par exemple, s'agissant de l'échangeur, du remplacement de l'eau par un gaz, on va perdre un peu de rendement sur l'ensemble de la chaîne. Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on doit accepter ou on ne doit pas accepter, lié au problème que vous avez souligné ? Réaction sodium-air, juste encore un petit mot. Auparavant, les fuites de sodium, on les détectait, on enroulait un fil autour d'une canalisation
on avait des perles isolantes sur ce fil qui était un conducteur électrique. Quand le sodium commençait à fuir, il faisait contact entre ce fil et la canalisation et on détectait un signal. Par contre, on avait un temps de détection qui pouvait être relativement important. L'idée a donc été la suivante, c'est de traiter ce temps de détection, en particulier avec des systèmes très intégrés aux canalisations qui nous permettent de détecter avec un facteur 10 à 20 de moins en temps une fuite sodium éventuelle. Dans le domaine des accidents graves, on travaille sur un système qui permet de confiner le cœur fondu. L'évacuation de la puissance résiduelle, monsieur, ça c'est un sujet dont j'ai entendu parler tout le temps. Juste un petit mot. Dans le cas d'un problème comme Fukushima, qu'est-ce qui se serait passé pour un réacteur refroidi au sodium ? D'abord deux choses. La première, c'est que la quantité de sodium et les internes qui sont dedans, ainsi que la température d'ébullition du sodium, qui est sous un bar, il n'est pas sous pression, elle est extrêmement élevée. Donc pour passer de la température de fonctionnement à la température d'ébullition, ça prend beaucoup de temps. Quand vous avez du temps, vous pouvez réagir. Mais surtout, s'agissant du sodium, il peut se passer, et nous l'avons démontré sur nos installations, en particulier Phénix, et je crois que Super Phénix était construit avec, un mouvement de convection naturel qui extrait la puissance du cœur de manière passive, qui la transporte vers un échangeur à l'intérieur du cœur, lequel fonctionne par effet thermosiphon, qui évacue la chaleur de manière passive dans une cheminée d'air. Mais il ne faut pas se tromper, les systèmes passifs peuvent aussi tomber en panne. C'est la raison pour laquelle il faut avoir simultanément des technologies diversifiées et des systèmes multiples. C'est ce que nous faisons pour ce type de réacteur. Enfin, dernière chose, et je vais être un peu plus rapide, s'agissant de l'inspection en service et de la réparabilité, l'idée est la suivante, c'est de pouvoir examiner sans avoir tout à arrêter, sans avoir tout à démonter, des choses qui nous paraissent importantes, par exemple des soudures à tel ou tel endroit du réacteur. Ça veut dire qu'en termes de conception, vous devez y songer, vous devez avoir des capteurs qui résistent à la température, vous devez les placer judicieusement par rapport à ce que vous voulez regarder, et vous devez avoir des systèmes de traitement du signal sophistiqués. Je voulais vous expliquer très vite, j'ai pas trop le temps de le faire, Monsieur Colombani me dit d'accélérer, je le comprends, en quoi Astrid différait de ce qui avait été fait auparavant, Phénix et Super Phénix, différait fondamentalement et différait de ce qui était en fonctionnement aujourd'hui. Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un schéma qui vous a déjà été présenté, c'est Astrid et le fait que nous devons travailler sur le cycle du combustible associé. Il n'y a pas de réacteur électronucléaire sans cycle du combustible associé. L'AFC, c'est ce qu'on appelle l'atelier de fabrication des cœurs. C'est quelque chose qui doit fabriquer les cœurs pour Astrid. Et l'ATC, c'est l'atelier de traitement des cœurs, mais que l'on verra plus tard, sur lequel on ne travaille pas aujourd'hui. Nous avons fait des démonstrations à l'échelle du laboratoire et des irradiations dans Phénix pour démontrer que, à l'échelle du labo, on sait extraire du plutonium, on sait évidemment le réinjecter dans du combustible et le brûler en cœur de rapide. Juste un point sur la non-prolifération. Jacques Bouchard a parlé des problématiques de non-prolifération. Je crois que si vous regardez le schéma, il y a une chose qui doit vous frapper liée à la non-prolifération, c'est qu'il n'y a plus d'enrichissement. Or, aujourd'hui, très probablement, si vous regardez la problématique de la prolifération, ce qui est très souvent utilisé, c'est des procédés d'enrichissement de l'uranium. Évidemment, utiliser un cycle pour un rapide permet de supprimer la technologie de l'enrichissement. Vous voyez sur mon schéma de l'uranium. Ne pensez pas, je vous le disais en introduction, que c'est nécessairement de l'uranium naturel. Ça peut être de l'uranium appauvri, avec toutes les problématiques que nous connaissons tous d'aller chercher de l'uranium dans un pays à l'étranger. Sur la séparation et la transmutation, je vais être extrêmement rapide. La séparation, vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit. On sort les actinides mineurs américium, neptunium, curium pour les raisons que je vous ai dites. Donc, qu'est-ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant ? Démontrer qu'on était capable de sortir ces actinides mineurs à l'échelle du laboratoire. Ce qui reste à faire, si la décision en était prise de poursuivre, c'est de passer à l'échelle industrielle.
Ce que nous avons démontré aussi avant, c'est que nous sommes capables de transmuter ces actinides mineurs, mais comme ça a été démontré par Jacques, seuls les neutrons rapides doivent être utilisés. L'impact sur le coût du kilowattheure a été aussi évalué. Voilà notre planning Astrid. Juste un point, donc en 2012, nous avons un point de rendez-vous. Nous sommes en train de fournir à l'État un ensemble d'éléments qu'on appelle les dossiers 2012. Ces dossiers 2012, nous nous y étions engagés 5 ans auparavant, recouvrent des aspects liés aux réacteurs, le travail que nous avons fait sur les rapides, et le travail qui a été fait en France de façon générale sur les réacteurs de 4e génération, intégrant ce qui a été dit sur le thorium et qui va vous être présenté cet après-midi, intégrant les systèmes de réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, intégrant ceux au gaz. Et les orientations sont, est-ce qu'on continue ou pas, sachant, je vous l'ai dit à nouveau, que la vraie problématique n'est pas aujourd'hui une problématique de construction. Nous sommes clairement en phase de recherche en ce qui concerne le CEA et de développement en ce qui concerne les industriels. C'est donc un projet qui tire l'ensemble du tissu industriel vers le haut parce que, par exemple, quand vous développez un échangeur sodium-gaz, ça n'existe pas. C'est particulier. Donc il faut y travailler. Le schéma industriel, très vite, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. Il y a à peu près 500 personnes qui travaillent aujourd'hui sur Astrid, soit en termes de recherche, soit en termes de développement, soit en termes de remontage d'ingénierie, et 10 grandes entreprises aujourd'hui, pas seulement françaises. Vous voyez une entreprise japonaise et au moins 2 entreprises anglaises. Nos collaborations internationales, elles sont fortes dans le domaine de la recherche et du développement. Elles sont fortes avec la Russie. La Russie, vous le savez certainement, est un de nos premiers compétiteurs à l'export. Donc nous devons écouter ce que les Russes font. Ils n'ont jamais arrêté, comme l'a dit Jacques Bouchard, le travail sur les RNR sodium. Donc il y a certainement des échanges fructueux à avoir avec eux. De toute façon, aujourd'hui, eux seuls possèdent des moyens expérimentaux que nous pouvons utiliser. L'Inde, avec la problématique qui a été soulevée de la non-prolifération, donc limitée à de la recherche de base et à des études de sûreté. La Chine, qui est encore très loin dans le système, mais qui, on l'a vu, se positionne sur presque tous les systèmes de 4e génération, ira à un moment rapidement. Les États-Unis sont demandeurs de rester dans la course. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons des discussions croisées sur la sûreté du cœur de réacteur Astrid. Et très probablement, les conclusions que nous donneront le département de l'énergie américain en fin d'année seront des conclusions favorables sur la sûreté de ce cœur. Le Japon et bien entendu l'Europe au travers la SNETP, Sustainable Nuclear Energy Technology Platform. J'ai terminé. Merci beaucoup. Merci.